Bonjour à tous et bienvenue pour ce 99e épisode de Over the Results consacré à Extreme Rules 2011. Voilà, donc on n'est qu'à un seul épisode du 100e, donc aujourd'hui on s'en fout de laisser un like ou un dislike, tout le monde va laisser un like pour fêter bientôt ce 100e épisode. Le premier match, Randy Orton bat CM Punk dans un excellent last man standing match de 20 minutes. Et j'ai marqué que c'était l'opener les gars, un opener de 20 minutes qui sera plus long que le main event et qui sera meilleur que le main event. Vraiment, les deux lutteurs font vraiment que ce match est bon. Donc Randy Orton et CM Punk sont très très bons dans ce match-là. J'ai marqué que le rythme ralentit de plus en plus, mais c'est pas vraiment un défaut dans ce match-là, dans le sens où le selling est respecté vu que c'est un last man standing match et où justement les lutteurs sont de plus en plus fatigués au fur et à mesure que le match avance, parce que le match est bien brutal et donc pour bien respecter le selling, il faut justement que le rythme tout simplement soit moins rapide qu'au début. Et là, en l'occurrence, c'est très bien respecté à mon sens. J'ai marqué qu'il aura fallu 2 GTS, dont un sur les escaliers, et 3 RKO, dont un sur la table des commentateurs et un depuis la 3e corde. D'ailleurs, c'est celui-là qui permettra à Randy Orton de battre CM Punk. Dans ce match-là, j'ai marqué génial et j'ai mis la note de 9,5 sur 10. Deuxième match, Kofi Kingston bat Sheamus dans un tables match qui n'était pas du tout annoncé à la base pour devenir le nouveau champion des États-Unis. J'ai marqué le match est plutôt bon, seul le rythme pêche parfois. Le public, par contre, est totalement décédé. C'est vrai que j'en ai pas parlé pour le premier match. Mais durant pratiquement l'intégralité du pay-per-view, le public sera totalement mort. Et vous verrez qu'il y aura plein d'incohérences vis-à-vis du public et on se demande quel est l'intérêt des gens qui sont venus voir ce pay-per-view. C'est juste what the fuck. J'ai marqué que j'étais déçu du temps, tout simplement parce que c'était un match de 9 minutes. Même si c'est un match de dernière minute, je trouve que ça aurait pu en mériter 5 de plus. Tout simplement en accélérant le rythme, même si le rythme n'est pas non plus deg. Je trouve que un peu plus de rythme, un peu plus de temps et le match aurait été un peu plus correct. J'ai marqué qu'il y avait de bons spots, notamment Kofi Kingston qui va éviter une table. Au bout d'un moment, Sheamus va le prendre, va vouloir l'envoyer dans le coin du ring et il va réussir à éviter une table qui était vraiment adossée contre les cordes dans un coin du ring, dans le coin en bas à droite. Et d'ailleurs, j'ai marqué aussi qu'un Brogue Kick n'aura pas suffi à faire passer Kofi Kingston à travers une table. Au bout d'un moment, il va faire un Brogue Kick à Kofi Kingston qui est de l'autre côté du ring, en fait, sur l'apron. Et il y avait une table à l'extérieur du ring, et au lieu que Kofi Kingston tombe directement sur la table après le Brogue Kick, il va quand même avoir le réflexe de sauter à travers la table. Et il y aura pareil avec un Trouble in Paradise. Au bout d'un moment, dans la même situation, sauf de l'autre côté du ring, Kofi Kingston va porter sa prise de finition sur Sheamus. Et au lieu qu'il tombe sur la table, il va tomber juste avant. Donc c'est deux très bons spots. Et vous le voyez, je pense, sur la photo du match. Au bout d'un moment, on aura Kofi Kingston qui va sauter du haut de la 3e corde sur Sheamus, sur une table qui était à l'extérieur du ring. Donc ça permettra à Kofi Kingston de devenir le nouveau champion des États-Unis. Vous le voyez, j'ai quand même mis la note de 6,5 sur 10, preuve qu'il m'a quand même plu pour un match rajouté en dernière minute. Troisième match, Jack Swagger et Michael Cole battent Jim Ross et Jerry Lawler dans un country whipping match, qui est un match qui est horrible, ou simplement où ils avaient des ceintures et ils s'amusaient à taper les autres. D'ailleurs, on a vu ça que au début du match, c'est vraiment dommage. J'ai marqué ce match où on voit 3 abrutis s'affronter et Swagger qui est là dans le plus grand des désespoirs. Donc Swagger, vous l'aurez compris, c'est le seul qui n'est pas un abruti selon moi. Swagger, franchement, un gros respect pour lui parce que c'est un ancien champion du monde poids lourd qui aura gagné un Elimination Chamber match 2 ans plus tard. Mais à part ça, il serait vraiment dans des storylines de merde et le mec aura tenu jusqu'en 2016. Donc vraiment, un grand bravo à lui. Sinon, j'ai marqué, chose que je ne supporte pas, c'est Jim Ross, qui est véritablement un autiste dans ce match-là. On se demande vraiment si ce mec est normal. Alors, je dis pas que les autistes sont pas des mecs normaux, ouais, on se comprend, mais vraiment, le mec passe pour un demeuré, c'est quand même assez incroyable. Et j'ai marqué, l'incohérence vis-à-vis du public, c'est là qu'on le ressent. Autant dans les 2 premiers matchs, le public n'est pas vraiment là. Autant dans ce match-là, le public donne un peu de voix. Vous allez me dire, et surtout par rapport au deuxième, que le public est plus hypé par ce match-là que par un Kingston Sheamus. Ouais,
Ok, ok, pourquoi pas. J'ai mis 2 sur 10. Quatrième match, Rey Mysterio bat Cody Rhodes dans un excellent Falls Count Anywhere match. Alors, vous allez voir dans ce pay-per-view, il y a 4 matchs qui sont bons. Celui-ci, on peut le mettre. Il y a 3 matchs qui sont mauvais. Et on a le Kingston Sheamus qui est vraiment au milieu. Pour le moment, vous avez vu un match mauvais, le match moyen et un match bon. Et là, je vais vous parler du deuxième match bon de la soirée. En l'occurrence, comme je l'ai dit, le Rey Mysterio Cody Rhodes dans un Falls Count Anywhere qui est bien brutal. Les deux sont excellents et se battent vraiment dans toute l'arena. Même si on n'aura pas le tombé final en dehors du ring, ça va vraiment se passer dans le ring. C'est un petit peu de la stipulation qui est respectée, mais pas à 100%. Donc par rapport à ce match-là, on va vraiment retenir le saut de Rey Mysterio depuis le haut de la rampe d'accès au ring sur Cody Rhodes qui était en bas, où parfois les lutteurs partent pour aller de nouveau en coulisses. Et aussi la caisse dans les coulisses, la caisse sur le dos de Cody Rhodes et le finish qui va utiliser Rey Mysterio, utiliser un Green Mist. Oui, alors j'avais pas du tout souvenir de ça, mais Rey Mysterio va utiliser, vous savez, ce souffle vert, un peu à l'image d'un Tajiri ou un Great Muta. Il va enchaîner sur la 619 pour remporter le match, justement, au milieu du ring. Donc c'est assez dingue de voir Rey Mysterio comme ça, surtout en voyant l'image de la fin. Rey Mysterio a un regard de tueur à la fin. Il aurait très bien pu avoir très bien pu faire un heel turn là. Autant j'ai toujours dit Rey Mysterio, il doit toujours rester face, mais ce regard, preuve qu'il pourrait donner un très bon heel, et j'avais pas du tout souvenir de ça. J'ai marqué qu'il était magique, et tout ça font que j'ai mis quand même la note de 7,5 sur 10 pour ce match-là. Maintenant, je vais passer directement au 5e match, et c'est Layla qui va battre Michelle McCool. Alors, je pourrais en parler juste 10 secondes et passer. Mais je vais en parler peut-être un petit peu plus longtemps. C'était un match où la perdante devait quitter la WWE, donc Michelle McCool va quitter la WWE. J'ai marqué que c'était dommage, déjà, premièrement, parce que Laycool, je pense, c'est la deuxième bonne idée de l'ère des divas à la WWE à cette époque. Dans le sens où les Laycool, c'était une très belle façon de contrer les Beautiful People à la TNA, donc composé de Angelina Love, Velvet Sky et Madison Rayne, qui était vraiment un clan à la TNA de divas qui était vraiment très très populaire et j'avais adoré, qui s'était reformé par la suite, mais vraiment, en 2011, on a un peu Laycool contre Beautiful People et c'est deux clans qui marchent très bien. Et je comprends déjà pas pourquoi Michelle McCool perd ce match, doit partir, et pourquoi ils ont un peu séparé les Laycool, parce que ça marchait vraiment très très bien. J'ai souvenir de la ceinture qu'elle partageait en deux, qui était fissurée. Enfin, vraiment, il y avait des très bonnes idées, même si c'était pas forcément très original tout le temps. C'était basé sur de bonnes idées en règle générale. Maintenant, ce que je comprends pas, c'est pourquoi McCool, je suppose qu'elle voulait prendre sa retraite, et elle l'a prise maintenant. En sachant que son mari, qui est l'Undertaker, va prendre sa retraite 6 ans plus tard, et on n'en est même pas encore sûr au moment où je tourne cette vidéo. Je trouve que c'est dommage, en fait, de finir comme ça. Le match, on va en parler maintenant, va durer 5 minutes et ça se termine sur un petit paquet après le finish de McCool en fait. Michelle McCool va faire son finish à Layla, va faire le tombé et au moment du tombé en fait, Layla va lui faire un petit paquet de sortie de nulle part et va gagner le match comme ça. J'ai marqué que malgré le fait que le rythme est très bon, très soutenu, ça ne s'arrête pas, vraiment tout le temps des bonnes prises, c'est pas assez long et pour un match de retraite, même si on est en 2011 et que vous savez par exemple les divas n'ont pas vraiment de temps d'antenne autant qu'actuellement en 2017, je trouve que c'est dommage de finir comme ça, et surtout avec la fin. La première bonne idée à mon sens de la WWE qui a été bien gâchée par la suite, c'est les débuts de Karma, qui vont intervenir après que Layla est célébrée pour attaquer Michelle McCool. C'est-à-dire que non seulement Michelle McCool n'est plus une lutteuse à la WWE suite à sa défaite, mais Karma va arriver et va la détruire. Donc, bonne idée de Laycool, mal finie, et les débuts de Karma sont juste énormes, parce que Karma, on peut dire ce qu'on veut, hein. On a Nia Jax à la WWE actuellement, ça n'arrive pas au niveau de Karma en termes de crédibilité. Je trouve que Nia Jax fait beaucoup d'efforts, beaucoup de progrès. Karma n'était pas non plus la meilleure des lutteuses, mais au niveau de la crédibilité, je crois que personne n'arrivera à son niveau. Après, elle est tombée enceinte et ils ont fait une storyline qui était débile. Vous savez qu'elle était tout le temps en train de rigoler pour les gens qui l'ont connue.
et qu'ils ont fait une tournure où elle a commencé à pleurer, dire qu'elle était enceinte et on l'a plus jamais revue. Elle a fait une fausse couche, elle a été libérée par la WWE. Enfin bref, beaucoup de successions, beaucoup d'enchaînements qui ont fait que Karma n'est plus à la WWE actuellement. Mais pourquoi ne pas la faire revenir aujourd'hui, bordel? Pour moi, je trouve ça totalement débile et je trouve ça dommage en fait. Voilà, tout simplement. Maintenant, j'en ai beaucoup parlé, j'ai parlé du match. Je peux pas mettre plus que 4 sur 10 malheureusement. C'est vraiment dommage de terminer sa carrière et surtout quand on s'appelle Michelle McCool de cette façon-là. Sixième match, Christian bat Alberto Del Rio dans un ladder match pour devenir le nouveau champion du monde poids lourd. Alors vous savez, Edge a dû tout simplement prendre une retraite prématurée et a donc dû rendre son titre poids lourd. Et ce match-là, donc, entre Del Rio, qui était de toute façon challenger numéro 1, vu qu'il avait eu déjà une première chance à WrestleMania 29, et Christian qui avait remporté une bataille royale à SmackDown, se sont donc battus et c'est Christian qui est devenu pour la première fois champion du monde poids lourd. À l'époque, c'était très étonnant dans le sens où il avait déjà été champion de la TNA et la WWE ne laissait pas encore les champions de la TNA devenir champion du monde poids lourd. D'ailleurs, la preuve, Christian va perdre son titre 5 jours plus tard contre Randy Orton à SmackDown. Il va récupérer après. De toute façon, je vous ai déjà fait les reviews. Je vous laisse aller voir Money in the Bank 2011 et SummerSlam 2011 où il va perdre son titre. Bref, c'est pas le sujet. J'ai marqué que c'était vraiment un très bon match entre les deux. Meilleur que celui qu'on a vu à SummerSlam 2013, si je dis pas de bêtises. Par contre, j'ai marqué le match est quand même assez maladroit. Dans le sens où je vais pas compter ça comme des botches, mais il y a pas mal d'imprécisions, d'inapproximations, si je peux dire ça comme ça. Mais ça le rend le match encore plus brutal. Vous voyez, au bout d'un moment, on a peut-être une échelle qui est comme ça. Au lieu que Del Rio tombe pile au milieu de l'échelle, il va peut-être tomber comme ça ou comme ça. Enfin bref, c'est pas vraiment propre, mais vu que c'est un ladder match, ça va rendre le côté encore plus brutal. Le match encore plus brutal. Un côté brutal qui ressort encore plus que ça. Donc c'est vraiment une très bonne chose. Et comme j'ai dit, je ne compte pas comme des botches. Le public se réveille enfin dans ce match-là, ça fait plaisir. Et j'ai marqué qu'on a plusieurs interventions, dont celle de Ricardo Rodriguez, celle de Brodus Clay, donc les deux en faveur de Del Rio, puis celle de Edge dans une voiture qui distraira Del Rio au moment où il veut aller prendre la ceinture. Et ça permettra à Christian de faire tomber Del Rio de l'échelle sur Clay et Rodriguez à l'extérieur du ring et ensuite il pourra prendre le titre tout simplement tranquillement et devenir un nouveau champion du monde poids lourd. Vraiment c'est un très bon match et j'ai mis la note de 9,5 sur 10 encore une fois. C'était match Big Show et Kane battent le corps, donc composé de Wade Barrett et Ezekiel Jackson dans un Lumberjack Tag Team match pour conserver leur titre par équipe. Et j'ai marqué très mauvais match. Vraiment, ce match dure 5 minutes et va servir uniquement à mettre en place la séparation du corps, vu qu'il y aura des tensions entre Wade Barrett et Ezekiel Jackson dans le match. D'ailleurs, c'est de la faute de Wade Barrett s'il perd le match, parce que Jackson vraiment dominait le match. Même si, bon, c'était pas une domination non plus immense, mais il était en train de dominer le match. Il a fait un blind tag, sans qu'il le veuille vraiment, et il s'est fait juste démonter. Enfin bref. Je trouve ça dommage, vous savez mon avis sur le corps, on saura que ça débouchera sur une rivalité entre Ezekiel Jackson et Wade Barrett. Ezekiel Jackson deviendra nouveau champion intercontinental vu que Wade Barrett était champion intercontinental à ce moment-là. J'ai marqué au niveau du match, mais je l'ai dit, il n'y a pas grand-chose à dire, on peut apercevoir des bûcherons, style Jacob Novak, Trent Barretta ou encore Lucky Cannon de NXT dans les bûcherons, histoire de rappeler que ce match est vraiment oublié autant que ces lutteurs-là. Qui ne sont de loin plus à la WWE aujourd'hui, et heureusement, même si Trent Barretta je l'aimais beaucoup. Et j'ai marqué après le match Gabriel et Slater qui tentent d'attaquer les champions après le match, mais vont se ramasser un immense choc stem. Pas grand chose à dire de plus, j'ai mis 3,5 sur 10. Et enfin dernier match, Cena bat Miz et Morrison dans un triple threat match. Triple threat steel cage match d'ailleurs pour devenir le nouveau champion de la WWE. Dans un bon petit match vraiment de 19 minutes avec un John Morrison en feu qui refait ses prouesses. Vraiment, j'ai vraiment hâte qu'il revienne à la WWE et je sais pas si ça va arriver un jour, mais ce mec là il manque grandement. Je vous ai fait Elimination Chamber 2011 il y a quelques semaines et là encore une fois il nous sort de ces trucs. Alors j'en ai deux en tête, j'ai le Starship Pain du haut de la cage, mais mon dieu, autant on se souvient du Whisper in the Wind et encore une fois celui contre Umaga à Raw, et on peut très bien parler aussi de celui d'Extreme Rules sur Sheamus je crois, donc de Jeff Hardy. Autant ça on n'en parle pas assez, un Starship Pain,
c'est quand même assez incroyable et dur à faire sur une structure en cage qui ne permet pas vraiment d'avoir un bon appui ou pas avoir d'assez de, comment dire ça, de ressort vraiment pour faire la prise. Et il y aura l'autre, ce sera où il va se fracasser l'entrejambe. Au niveau de la porte en fait, il est à l'extérieur de la cage et il va vraiment se ramasser la porte dans les parties intimes et le Miz va le ramener sur le ring après ça alors qu'il aurait très bien pu gagner. Et vraiment tout est un peu centré pour moi autour de Morrison vu qu'il avait pris la place de R-Truth dans le match vu que les deux étaient en équipe. Et Morrison avait dit j'aimerais bien avoir ta place, on fait un match. Et les deux ils ont dit ok ça pourrait être pas mal. Morrison avait gagné et R-Truth avait fait son heel turn justement, l'avait attaqué après ce match là. C'était à Raw je crois. Et il était intervenu dans ce match là pour attaquer Morrison. Et Morrison on ne le reverra plus durant les 3 dernières minutes du match. Donc ça va jouer entre Cena et Miz qui vont se battre tout en haut de la cage. Et puis au bout d'un moment ils vont revenir sur la 3ème corde. Cena va lui porter un double A sur la 3ème corde et va terminer le match au centre du ring. Donc on va avoir un nouveau champion qui est John Cena sans qu'il sorte de la cage. Donc c'est assez étrange mais je respecte ce fait là. Et j'ai quand même mis la note de 9 sur 10 pour ce match là. Voilà, donc si on additionne toutes ces notes-là et qu'on divise par 8, qui est le nombre de matchs, on arrive à la note de 6,5 sur 10. Et il a la 81e place sur 99 ou 99. Je trouve ça dommage, parce que vous enlevez clairement les 3 matchs pourraves et ce pay-per-view, et c'est d'ailleurs la remarque que je m'étais fait avant de regarder ce pay-per-view, aurait pu avoir une très bonne note, et je trouve ça vraiment dommage. Ils ont tout donné sur le Cena Miz, sur le match pour le titre poids lourd, sur le Last Man Standing et sur le Fast Count Anywhere. Vraiment, on a 4 excellents matchs. On a un Sheamus Kingston qui est rajouté en dernière minute, qui est assez bon pour un match rajouté en dernière minute. On aurait pu se taper un 8,5 facilement s'ils n'avaient pas rajouté ces 3 matchs de merde. Et on peut très bien dire pour avoir un 6ème match, avoir un Makul Layla un peu plus long, et les 2 autres vous les oubliez très clairement. Je trouve ça dommage, vraiment. Ce pay-per-view méritait mieux et là il est dans les tréfonds de mon classement. Donc je trouve ça dommage, voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, à laisser un like vraiment pour ce 99e épisode. Et tout simplement à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, objectif 2000 abonnés. Et on se retrouve la semaine prochaine, si je dis pas de bêtises, pour le 100e épisode où je vous ai préparé vraiment une review qui va durer, je pense, 1 heure si c'est pas plus. Donc ce sera mélange vlog et review sur mon année 2017. Donc vraiment, j'espère que vous serez au rendez-vous et qu'on sera tous là pour fêter la 100e review. En attendant, je vous remercie encore une fois d'avoir suivi cette vidéo et à tout bientôt pour la suite de la chaîne.